Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit point lecture de mes lectures d'avril et de mai parce que je suis un peu à la traîne sur mon planning de vidéos. Donc voilà, j'ai commencé ce mois d'avril en lisant la BD L'héritière de Pandore que j'ai lue numériquement. C'était une bonne lecture parce que j'essaie de mettre un peu plus à la mythologie grecque. Et cette BD est rentrée complètement dans ces codes-là. Les dessins étaient trop beaux, il y avait vraiment une colorimétrie autour du bleu, du violet. C'était vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé les dessins. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va pour devenir prêtresse de Pandore et du coup vivre au temple. Seul problème, elle est amoureuse de sa meilleure amie et elle décide de quitter les ordres pour se marier. Sauf que par un quiproquo qui déclenchera le scénario, elle va libérer tous les mots de la boîte de Pandore et va partir à la recherche des mots pour les récupérer. C'est un peu une épopée, hein, on la suit à travers un voyage pour essayer de mieux comprendre le monde qui l'entoure et elle-même finalement. Donc je vous la recommande si jamais vous êtes fan de bande dessinée et de mythologie grecque, ça rentre complètement dans ces codes-là. Ensuite, en avril, j'ai lu bien évidemment Not in Love d'Alia Selwood. Vous savez que je lis... Oh, le bandeau qui tombe. Vous savez que je lis toutes les romances d'Alia Selwood. Celle-ci n'a pas fait mouche autant que je l'espérais. En général, je suis assez fan de ce qu'elle fait. Mais là, j'ai trouvé ça un peu... Je saurais pas vous expliquer, mais son personnage féminin m'a pas convaincue. Mais c'est pas grave, hein, des fois ça arrive. Et j'ai lu tellement de romans d'elle qu'il y a forcément un que je vais moins aimer. Bon, bah, c'est vrai que c'est celui-là. Par contre, j'ai bien aimé le personnage masculin qui a un vrai coup de cœur pour notre héroïne et qui s'accroche comme jamais pour essayer d'avoir une deuxième chance parce qu'en fait, le synopsis, c'est que notre chère Roux, elle décide de dater un gars un soir sur une appli de rencontre. Elle date avec Ellie, sauf que la vie fait mal les choses, ils n'arrivent pas à conclure leur date et restent sur leur fin. Elle est prête presque à accepter de remettre en question sa condition qui dit jamais de deuxième date, vu qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Sauf que elle découvre que la société où elle travaille va être rachetée et elle va être rachetée par les associés d'Ellie. Du coup, entre eux, il y a une espèce de petite guéguerre de scientifiques. Mais d'ailleurs, c'est ça qui m'a dérangé, c'est un petit peu moins scientifique, j'ai trouvé, que les autres, même si ça tourne un peu autour de ça. Mais moins, j'ai trouvé. Et en fait, ce qui est un peu plus surprenant pour ce roman-là, c'est qu'ils vont d'abord se découvrir sexuellement avant d'aboutir à une vraie relation. Je ne vous en dis pas trop ou pas plus. Mais du coup, c'était amené d'une autre manière, leur relation. C'était sympa. Donc j'ai bien aimé, mais j'avoue, je suis plus hypée par le tome 2, qui est... Enfin, le tome 2. L'histoire qui se passe dans le même univers, car il s'avère que Ellie a une petite sœur qui est folle amoureuse du meilleur ami de son frère. Mais du coup, on rencontre ces deux personnages dans ce livre. D'ailleurs, il en avait peut-être entendu parler parce qu'il a fait polémique car il y a un grand écart d'âge entre les deux personnages. La petite sœur d'Ellie est à l'université, si ma mémoire est bonne, ou en sort tout juste, je ne sais plus. Et lui, eh bien, c'est le patron littéralement de Ellie. Voilà. Ensuite, j'ai lu une autre BD numérique qui s'appelle Je suis leur silence. Ça faisait un moment que je l'avais vue. D'ailleurs, je voulais lire l'autre BD du même auteur qui est Malgré tout que je n'ai pas encore lu. Je suis leur silence. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Ça a été une très agréable surprise déjà. J'adore le dessin. Le dessin est beau. C'est visuellement, il n'y a rien à redire. Moi, c'est complètement ma came. L'histoire, pour faire court, c'est qu'une jeune psy est elle-même en séance de psychanalyse où elle raconte sa semaine à son psy. Sauf que dans la semaine, il y a eu un meurtre. Et là, flashback, et on rentre dans le récit où une de ses clientes qu'elle suit depuis longtemps, une jeune fille, une espèce d'héritière de vignoble, se retrouve dans un repas de famille, sauf que sa famille étant très toxique, elle demande à la psy de l'accompagner, car il va y avoir une lecture du testament de sa grand-mère qui n'est pas encore morte, mais qui prépare un peu, on va dire, le terrain, malheureusement. Et en fait, durant cette réunion, on retrouve le père de la cliente de notre héroïne mort. De là va s'en suivre une enquête, elle-même va essayer de fouiller, de découvrir qu'est-ce qu'il cache, pourquoi, comment, et c'était trop bien, c'était vraiment un peu une BD polar noir, vous voyez ce que je veux dire. C'est une enquête en fait qu'on suit,
C'est pas le genre de lecture que je favorise, tout ce qui est policier, mais de temps en temps, j'avoue, j'aime bien ça. Cette bande dessinée-là était vraiment très bien. Et ensuite, j'ai lu, toujours en digital, Terrible, l'enfant, la jeune fille et la sorcière, c'est ça. Cette BD-là, pareil, je l'avais vue depuis un moment. En plus, je crois qu'en format papier, elle est assez grande, on la remarque facilement. Je ne m'attendais pas du tout à ça, alors j'ai passé un bon moment de lecture, mais je mettrai 2-3 trigger warning, et en fait, elle n'est pas vraiment faite pour les enfants, même si au début, on le croit, parce qu'il y a... Non, il y a vraiment des trigger warnings dans cette BD qui arrivent un peu tard, et voilà. En gros, on suit l'histoire d'une jeune fille et son petit frère qui se perdent dans une montagne, sauf qu'ils se retrouvent de l'autre côté de cette montagne où, en fait, ils sont passés dans un monde fantastique. Ils vont faire la rencontre de Baba Yaga, ils vont devoir la combattre, sauf que ça, c'est genre juste le début de la BD. Et après, il leur arrive plein d'épopées, et le dénouement, je ne m'y attendais pas. Je ne peux pas trop vous en dire, mais ça reprend du folklore de contes russes. C'est le genre de BD... Je sais qu'elle me marquera encore un moment. Je préfère vous prévenir, c'est pas à mettre entre toutes les mains et peut-être pas entre les mains d'enfants trop jeunes. En plus, le titre de la BD est terrible, donc c'est littéralement, vous pouvez pas faire genre vous avez pas été prévenu. Voilà. Je vais passer plus vite sur ces lectures-là, car si vous avez vu ma BD 7 jours 7 livres, c'était mes lectures de ce challenge. J'ai lu Le fantôme de Canterville et autres contes d'Oscar Wilde. J'avais déjà lu Le fantôme de Canterville quand j'étais en primaire et j'avais envie de le relire avec mes yeux d'adulte. En fait, je me rappelais à peine d'un quart de ce qui se passait. Et j'ai découvert du coup les 2 autres nouvelles d'Oscar Wilde. La nouvelle qui s'appelle Le crime de Lord Arthur Saville m'a vraiment beaucoup plu. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler vu que c'est une nouvelle, c'est assez court. C'est vendu un peu en mode conte, histoire pour enfants. Je pense qu'on peut largement les lire adultes, c'est pas du tout un problème. C'était très sympa. Je pourrais pas vous en dire plus. J'ai tellement aimé que je me suis dit il faut que je lise autre chose d'Oscar Wilde et j'ai acheté un recueil avec 4 comédies qu'il a écrites, donc des pièces de théâtre que j'ai un peu hâte de lire. Voilà, en plus j'avais dit que cette année je me remettrais au théâtre. Ensuite j'ai lu, si ma mémoire est bonne, 24 ans dans la vie d'une femme, qui est là. Pareil, une lecture surprenante, je ne m'attendais pas du tout à ça. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est dans un hôtel et dans l'hôtel où il réside, il s'avère qu'un homme se fait brutalement quitter par sa femme à l'aide d'une missive laissée dans la chambre où en fait on découvre que sa femme l'a quitté pour un homme qu'elle a rencontré 2 jours plus tôt dans l'hôtel. Les esprits s'échauffent, tout le monde a sa théorie, beaucoup de gens disent que c'est impossible, qu'elle n'a pas pu filer avec quelqu'un qu'elle ne connaissait il y a même pas une semaine. C'est impossible, ils avaient préparé leur coup. Sauf que notre héros décide de se faire l'avocat du diable et de défendre cette femme qui a abandonné famille, enfants et mari. Et tout le monde se retourne un peu contre lui. Et il y a une vieille dame anglaise dans son hôtel avec lui qui décide, en voyant qu'il ne réagit pas comme tout le monde, et elle décide de lui raconter un épisode de sa vie qu'elle a vécu des années plus tôt, où elle était plus jeune mais quand même un peu âgée car elle venait de perdre son mari et elle était veuve depuis quelques années. Et où elle a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie pendant 24 heures. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais j'ai été happée par ma lecture. Ça a été vraiment un plaisir de le lire. Genre jusqu'à la fin, je me disais mais comment est-ce que ça va se terminer? Et la fin m'a un peu surpris, pas trop. Je m'attendais à certains éléments, mais il y avait quand même d'autres choses que je ne m'attendais pas. Et c'était une très bonne lecture. Et j'ai très envie de lire d'autres œuvres de Stefan Zweig parce que je crois qu'il a écrit d'autres romans assez courts. Ensuite, j'ai enchaîné, alors c'était La Dame Pâle d'Alexandre Dumas, qui est en fait un extrait d'un roman qui s'appelle 1001 fantômes, une nouvelle qui a été sortie de son contexte. Mais La Dame Pâle, c'est une histoire de vampire qui se passe dans les Carpates. Une jeune femme qui fuit la guerre pour se réfugier dans une abbaye au fin fond des Carpates, sauf qu'elle tombe sur un espèce de brigand. Et elle est sauvée par un jeune homme qui est fortuné, et il s'avère que c'est le demi-frère du brigand qui a failli la tuer. Et en fait, les 2 frères vont tomber amoureux d'elle et elle va être un peu obligée de devoir faire halte chez eux. Et je ne vous raconte pas la suite de la nouvelle, mais c'était très cool. J'ai enchaîné avec... Ah oui, j'avais lu le tome 7 du vendeur de magasin de vélo. Donc là, je l'ai rendu à mon ami qui me l'avait prêté. C'est une série que j'adore, je vous en parle souvent car c'est un des rares mangas dont je suis l'actualité. Le vendeur du magasin de vélo, c'est l'histoire d'amour de jeunes adultes qui ont un peu d'écart d'âge. Elle est légèrement plus vieille que lui.
Et en fait, on suit leur histoire à eux, mais également un peu à leur groupe d'amis, aux gens qui les côtoient, qui sont autour d'eux. C'est un peu une tranche de vie, mais en fait, j'adore les romances adultes maintenant. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Là, c'est un peu jeune adulte, adulte. Dans ce tome-là, on confrontait un peu les problèmes qu'ont leur couple pour certaines choses. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler. Mais voilà, leur couple a des épreuves à surmonter. Et c'était terriblement mignon. J'ai pleuré, mais je crois que je pleure à chaque fois. J'ai passé un excellent moment de lecture en lisant ce manga. Donc voilà, si vous avez un manga à lire cette année, lisez Le Vendeur du magasin de vélo, c'est excessivement bien. Le lendemain, j'ai lu Juste la fin du monde, donc qui était une pièce de théâtre que j'avais trouvé en boîte à lire. C'est pour ça qu'il a été mâchouillé par probablement un chien ou un étudiant ennuyé, je ne sais pas. Je pensais que ce roman parlait de sida, d'homosexualité, mais techniquement, ce n'est jamais dit mot pour mot dans la pièce. Je vous explique, c'est l'histoire d'un jeune homme. On suit Louis qui n'a pas vu sa famille depuis longtemps et décide de revenir pour leur annoncer une mauvaise nouvelle, il va bientôt mourir. Sauf que c'est assez difficile pour lui de le dire, sachant qu'en plus sa famille ne l'a pas vu depuis longtemps, donc sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle était enfant et maintenant adulte est ravie de le revoir, son frère qui lui voue pas mal de rancœur, sa mère qui s'est toujours un peu inquiétée pour lui, et du coup c'est toute une espèce de retrouvaille familiale un petit peu tristoune. Il y a eu, au début, j'ai trouvé la plume un peu bizarre parce qu'il y avait beaucoup de répétitions, mais dans les mêmes phrases. Et je me suis dit, mais c'est un peu bizarre. Et après, il y a des monologues où c'était tellement beau, c'était tellement bien écrit que j'en ai pleuré. Beaucoup de personnages d'ailleurs font des monologues dans ce livre. Et en fait, il s'avère qu'après vérification, à ce que j'ai compris, l'auteur, par contre, est bien mort du sida. Donc je pense que c'était bien autour de l'homosexualité du sida que cette pièce parlait, car Louis meurt assez jeune, mais ce n'est jamais clairement dit dans la pièce. Donc je pense vraiment que ça en parle sans en parler. Pareil, j'ai pas mal pleuré en lisant la pièce, mais je pense que tout ce qui est sujet familial, retrouvailles non dit, ça peut être touchant. Et ensuite, j'avais enchaîné avec Ainsi soit-elle de Benoît de Groult. Pareil, si vous avez vu la vidéo, j'ai été très émue par ma lecture. En fait, c'est un essai sur le féminisme qui parle de sujets parfois sensibles pour ma part. Le chapitre 4 en particulier, je ne peux que vous le recommander en fait. Si vraiment, homme, femme, non-binaire, trans, il faut lire cet essai pour comprendre mieux pourquoi le féminisme c'est important. Que en fait, on n'est pas du tout dans une égalité. Si vous le pensez, vous êtes des lulus, désolée de vous le dire. C'est un livre qui a su me toucher, me rappeler pourquoi je suis féministe. Et en plus, c'était quand même relativement bien écrit. J'ai beaucoup aimé sa plume, donc voilà. Et pour finir, j'ai lu le tome 3 de Kireo Fan Club pendant cette semaine. Kireo Fan Club, c'est l'histoire, du coup, je vais vous résumer plutôt le tome 1 que le tome 3, de deux jeunes filles qui sont toutes les deux un peu amoureuses du même garçon, Kirio, et qui décident d'essayer de interagir avec lui, mais elles sont très maladroites, elles le connaissent pas vraiment, c'est pas un ami, donc elles le regardent mais de loin, donc il y a plein de situations cocasses. Et c'était assez rigolo au début, parce qu'elles disent toujours des trucs absurdes. C'est vraiment l'humour pipi caca, quoi. Elles font des blagues que même moi, j'étais en mode, mais c'est débile ce qu'elles disent. Et en fait, le tome 3 commence, enfin même un peu avant, commence à pencher dans une direction où on se rend compte que peut-être que quelqu'un dans ce manga fait face, même peut-être pas qu'une personne, à une situation délicate, triste, et n'en parle pas autour de lui. Enfin, on commence à sentir que c'est pas juste un manga pour rigoler, peut-être que derrière il y a des propos, un fond beaucoup plus sérieux. Et ça a su me toucher. Les dernières pages, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Donc si vous aimez les mangas un peu rigolos, mais où quand même ce n'est pas que de la rigolade, je pense que ça pourrait vous plaire, vraiment. Et puis si vous êtes adepte de l'humour pipi caca, ce manga saura trouver une place dans votre cœur. Voilà, j'ai lu The Spanish Love Deception. Je l'ai lu en me disant, tout le monde l'a lu, genre l'été dernier, je crois. Pourquoi pas? Il est sorti en poche, je vais le prendre, je vais le lire. Je l'ai lu en 3 jours. Comment vous dire ça? J'ai bien aimé et en même temps, j'ai trouvé ça long. En fait, elle craque un peu pour lui, mais physiquement, quoi. Parce qu'elle sait que lui la déteste. Elle est espagnole, Catalina, et elle doit retourner au mariage de sa sœur. Seul problème, il y aura son ex au mariage, car en fait, sa sœur se marie au frère de son ex.
Et en fait, son collègue qui la déteste, donc elle est à New York, elle travaille à New York maintenant, lui propose de l'escorter en Espagne pour le mariage de sa sœur. Sauf qu'elle, elle n'a pas du tout envie de se retrouver coincée avec un mec qui la déteste. Et en fait, il s'avère qu'il ne la déteste pas tant que ça. Sauf que le mec sait tellement pas comment se comporter avec elle qu'en fait, tous les problèmes viennent de lui, quoi. Dis-lui en fait que t'as pas bien réagi, que c'était une erreur, que je sais pas, rattrape-toi. Mais du coup, pendant hyper longtemps, la meuf, elle capte pas les signaux. Et j'étais un peu en mode, je sais que c'est le but du livre, qui est des quiproquos, tout ça, machin. Mais là, j'ai trouvé ça trop long. Genre, ça a duré trop longtemps. Enfin, au début, il y a une scène où ils vont tous les deux à un truc caritatif, une soirée caritative. Et en fait, ils l'embrouillent. Genre, vraiment, à la fin, ils s'engueulent. Mais en fait, à la fin, on n'en reparle pas de ce moment-là. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il lui explique, en fait, pourquoi il s'est énervé. Parce que là, on dirait juste que le mec a switch et que d'un seul coup, il pète un câble. Et j'ai trouvé ça un peu naze, du coup. Le smut, voilà. Après, c'était épique, hein. Moi, la première fois qu'ils sont chopés, j'étais en mode enfin, allez-y, let's go! Mais voilà. Et je sais que l'autrice a fait un spin-off, je veux dire, sur la meilleure amie de Catalina qui rencontre le cousin de Catalina, cousin qu'on ne voit pas au mariage. C'est le seul absent d'ailleurs. Il est cité, mais on ne le voit jamais. Et je pense, par curiosité, parce que la meilleure amie de Catalina était un de mes personnages préférés du livre, que je laisserai une chance à cette... je crois que c'est The American Roommate Experimentation ou Experience. Un truc comme ça, enfin je vous mettrai la couverture là. Je me suis dit que c'était sympa, mais est-ce que ça vaut la hype qu'il y a eu autour? Pas sûr. Pour ma part, j'ai pas été emballée tant que ça. Ensuite, j'ai lu pour la fin du mois d'avril Heartbreak Hotel, qui est en fait une petite BD, voilà. Un peu coloré, pas trop, ça dépend des moments. Ce sont 4 adolescents qui se retrouvent coincés dans l'hôtel, qui est en fait un hôtel magique. Le temps s'est un peu arrêté pour eux et ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent dans leur chambre, sauf qu'un jour, la porte de leur chambre s'ouvre et ils vont devoir se rencontrer et se raconter leurs problèmes, leurs difficultés, les histoires traumatiques qu'ils traversent chacun. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même un fil rouge et un dénouement. Mais il y a 2 personnages qui sont un peu plus, on va dire, des histoires secondaires. J'ai beaucoup aimé, même si j'étais très intriguée par l'une d'elles et que j'ai trouvé que ça ne s'est pas vraiment résolu. C'était très mignon, c'était queer. Si ça vous tente, n'hésitez pas, sautez le pas. Heartbreak Hotel, c'était une BD très touchante. Moi, à la fin, j'ai un peu pleuré quand même. Mais voilà, j'ai lu Écoute ton cœur Atami. C'est un petit manga, pareil, où le personnage principal est gay. Et en fait, j'aime trop les dessins. Mais c'est un style très simple. Voilà, et en fait, notre personnage principal a un crush sur un gars. Et en fait, ils deviennent amis. Et au bout d'un moment, contre toute attente, il finit par dire à son ami qu'en fait, bah, il crush sur lui. Et lui, il lui dit tout de suite, bah, je suis désolée, je ne suis pas intéressée, j'aime déjà quelqu'un d'autre. Donc, il est en mode, bah, pas de problème. Et en fait, il reste ami. Et son pote a pas du tout de problème avec le fait qu'il soit gay. Du coup, il va un peu s'intéresser à ses autres crushs. Et en fait, ce qui était adorable, c'est que Atami, en fait, il crush, genre, tous les chapitres, il a un nouveau crush, quoi. Et je sais pas, genre, ça m'a rappelé moi au collège. Et j'ai trouvé ça absolument adorable. Enfin, moi, ça m'a parlé. J'ai hâte de lire le tome 2, c'était trop mignon. En fait, j'ai envie de le lire, c'est tout. Je vous le recommande vraiment, pareil. J'achète pas beaucoup de mangas, mais quand j'en achète, en vrai, souvent, ça fait mouche, quoi. J'aime vraiment. Donc celui-ci, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Après, on va passer à mes lectures du mois de mai. Alors, au mois de mai, j'ai lu littéralement 2 gros romans pour commencer le mois. J'ai été happée par Magnolia Parks. C'est une team, hein. On en est pas. On n'aime pas, ça ne laisse pas de marbre, ça c'est sûr. En fait, je savais à quoi m'attendre en démarrant le livre, c'est pour ça que je l'ai autant apprécié. Je vous explique. Les personnages sont vraiment horribles. Vraiment, ils sont odieux, horribles, aux yeux. Et en fait, il y a plein de gens qui ont dit, mais pourquoi vous voulez lire ça? C'est juste une histoire d'amour toxique et tout. Et j'étais là, oui, mais quand même. Et en fait, c'était excessivement bien écrit. Genre, sa plume est incroyable, j'ai adoré comment c'était écrit. On est dans la tête des personnages, mais il y a des introspections où ils parlent à eux-mêmes et ils essaient de comprendre pour qu'est-ce qui cloche chez eux. C'est incroyable. Et la fin du livre, c'est la première fois de ma vie que je termine une romance avec une fin comme ça. Du coup, quand j'ai terminé le livre, j'étais en mode quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et
J'ai adoré, j'ai adoré. Alors Magnolia, c'est littéralement un peu, la bourge londonienne, voilà, elle bosse dans la mode, tous ses potes, c'est des bourges, pareil, ils viennent tous de familles prestigieuses, fortunées et en fait, dans son groupe de copains, il y a son ex, BJ, dont elle est toujours amoureuse. Elle l'aime depuis qu'elle a 14 ans. Ils sont sortis ensemble jusqu'à ses 19 ans et un jour, il a commis l'irréparable, il l'a trompée. Et depuis ce jour, il y a toujours cette attirance l'un pour l'autre. On voit aussi bien du point de vue de BJ, aussi bien du point de vue de Magnolia. Bon, j'ai très vite compris avec qui il l'avait trompé parce que c'est un mystère dans le livre. Magnolia, elle est vraiment insup, mais je sais pas pourquoi. Ça fait partie de ces personnages, on sait qu'ils sont insupportables, mais on peut pas s'empêcher de les apprécier, d'avoir de l'empathie pour eux, de les trouver attachants, vous voyez. Genre, elle souffre vraiment de ce qui se passe avec son ex et tout, et c'était vachement bien. Et du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2. Oui, les couvertures, c'est un délire. Sauf que le tome 2, bah, c'est pas du point de vue de Magnolia et de BJ, c'est du point de vue de Daisy Hates. C'est marqué là. Daisy Hates, en fait, c'est une nana qu'on croise vite fait, mais alors vite fait, hein. Genre vraiment, son nom est dit 2 fois tout pété dans le livre 1, qui en gros a un peu une relation avec un des potes de Magnolia. Et en fait, on va voir le point de vue de ce pote-là, donc qui s'appelle Christian. Je crois que dans ma tête, je l'appelle Christian. Daisy, l'héroïne, et Julian, qui est le grand frère de Daisy. En fait, Julian, il fait partie de la pègre londonienne. Donc, c'est un mafieux qui vole des œuvres d'art. Et Daisy se retrouve mêlée à ça parce qu'elle est malheureusement descendante de mafieux et sœur un peu cible facile pour vouloir toucher son frère. Il faut bien évidemment éliminer sa sœur. Donc Daisy, c'est un peu la nana qui est dans un milieu qu'elle a pas demandé, genre elle est juste née ici et elle rêve d'une vie normale. Donc sans flingue à table, ni rien. D'ailleurs, le premier chapitre m'a un peu fait rire. Et elle est beaucoup plus sympathique que Magnolia. Mais moi, au bout de 3 chapitres, j'étais en mode, je veux être son amie. Genre vraiment, c'est un truc de ouf comment elles sont mais diamétralement opposées et pourtant se retrouvent dans des situations très communes. Parce que Daisy, elle est un peu comme Magnolia. Elle a grandi avec un mec qui s'appelle Roméo, qui est le petit frère d'un autre chef de gang qui a son âge. C'est son premier amour et même aujourd'hui, elle a du mal à passer à autre chose. Elle l'a perdu de vue pendant longtemps, mais elle le retrouve. Et en même temps, il y a Christiane avec qui elle a entamé une relation. Mais cette relation n'est pas à la hauteur de ce qu'elle attend, donc il y a un peu, voilà, tout ça. C'était trop bien. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, Magnolia, dans le tome 1, vu qu'elle bosse dans la mode, elle parle tout le temps de fringues. Mais genre, vous pouvez taper les refs des fringues tellement elle donne des précisions. Genre, c'est un truc de ouf quand elle parle. Moi, des fois, je sautais les lignes parce que je disais, en fait, ça m'intéresse pas de savoir que sa chemise, elle est en telle matière et qu'elle est couleur lait cru. Genre, j'étais vraiment en mode, les parties où elle détaillait les fringues, j'étais là, je suis désolée, je m'en fous, quoi. Mais par contre, Daisy, elle, ce qu'elle fait, dans les parties où elle raconte sa life, voilà, en fait, il y a des fois où elle s'apostrophe elle-même ses réactions et où en bas, en fait, on a le détail de genre ce qu'elle pense. Genre, il y a tout le temps des annotations. Au début, j'étais hyper perplexe quand je l'ai lu, parce que je me disais, mais pourquoi il y a des annotations? Et en plus, c'est genre la nana qui raconte, qui annote comme si elle racontait l'histoire et qu'elle disait, ah ouais, à ce moment-là, je pensais à ça. Au début, j'étais hyper perplexe, et après, j'adorais en fait. J'adorais, c'était trop drôle. Il y a des fois, elle réagissait à des trucs, mais c'était hilarant. Et en vrai, genre quand je suis repassée au tome 3, qui du coup, voilà, je vais vous le dire, hein, j'ai terminé le tome 3 à la fin du mois là. Le tome 3, quand on repasse à Magnolia, ça m'a vachement manqué les annotations de Daisy. On la voit un peu dans ce tome d'ailleurs. Non, mais ils teasent à balle le tome 4, genre. Là, on est au mois de juin, donc j'aimerais lire plutôt des lectures queer, mais c'est dur parce que le tome 4 de Magnolia Parks m'appelle, donc de Daisy Hates, mais voilà. Après, j'ai adoré retrouver Magnolia et BJ et le tome, mais c'est passé des dingueries dans ce livre. Genre, vraiment, j'étais en mode, le début, il y a une révélation. Non, il y a 2 révélations. Il y a 2 révélations. On se dit, comment ça, j'ai lu le tome 1 et je ne savais pas ça? Genre, comment ça, ils en ont pas parlé dans leur tête? Mais en fait, même si t'es dans la tête du personnage, il y a des fois où t'es pas dans leur tête, genre tout le temps, tu alternes. Donc en fait, tu peux pas savoir à chaque instant ce qu'ils pensent. Donc normal que t'es pas au courant de tout. Mais il y a vraiment un élément. J'étais choquée. J'ai relu 4 fois la ligne pour être sûre que j'avais bien compris. Tellement j'étais en mode, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça.
Donc j'étais comme un malade devant ce livre en mode non mais c'est pas possible. Après, donc les débuts du livre commencent hyper bien. Je me dis oh là là, c'est cool, ça avance. Retour en arrière. Après, alors je vais le dire, hein, je dis pas ça parce que c'est un homme, mais BJ, ouais mais comment c'est un connard. Genre vraiment, il y a des fois, j'étais en mode, frère, tu fais pareil, d'où tu dis que elle t'a fait mal, alors que toi t'as fait exactement pareil. Genre vraiment, j'étais en mode, mais regarde-toi dans un putain de miroir avant de critiquer Magnolia. Et à la fin, ils nous ont fait un classico, je peux pas vous raconter, mais un classico. Genre vraiment, quand c'est arrivé, j'ai dit, eh ben voilà, ça se termine comme ça, super, pas du tout prévisible. Et en fait, après, à la fin, il y a un twist à la dernière page, la dernière ligne. Donc c'est pour ça que je vous dis, le tome 4, là, il m'appelle, sauf que le problème, c'est que le tome 4, c'est pas la suite, c'est la même histoire, mais du point de vue de Daisy. Donc en gros, on remonte dans le temps. Bon, après, j'ai hâte de lire la partie de Daisy, parce qu'il s'est passé plein de trucs dans la partie à Magnolia, où en fait, dans ce tome-là, elle croise beaucoup plus Daisy. Du coup, j'étais en mode, mais c'est trop bien, j'ai hâte de lire le tome 4. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est vrai, ok, j'ai hâte. D'ailleurs, le tome 5 n'est pas encore traduit chez nous, et le tome 6 n'est même pas sorti, mais il y aura forcément le tome 6. Ce sont des romans miroirs, littéralement. Donc, bon, j'ai hâte de voir ça. J'ai lu Le Bourge et la Cagole, qui est un manga. Je l'ai lu parce que ma copine me l'a passé et que c'était par Natsumi Aida, si ma mémoire est bonne. Et moi, mon adolescence a tourné autour de Switch Girl pendant des années, vraiment. Donc, j'étais trop hypée et alors, ça m'a fait un bien fou de retrouver ces dessins. Ces dessins sont trop beaux. Mais par contre, en fait, l'histoire m'a pas du tout eu. Genre, vraiment, je vais pas dire que je me suis ennuyée, mais en fait, genre, j'ai terminé le tome 1, j'étais là, je crois que j'ai pas envie de lire la suite, quoi. Donc, en gros, Le Bourge et la Cagole, c'est l'histoire d'un jeune homme de bonne famille qui tombe amoureux d'une ancienne Daeru. Je vous mettrai le mot si je le retrouve. En fait, c'est, vous savez, ces femmes qui ont les cheveux décolorés, qui sont hyper bronzées. En fait, elles collent pas au carcan de la beauté au Japon. En fait, elles font toutes l'inverse. Donc eux, ils ont traduit par cagole. Et en fait, ils tombent amoureux. Lui, il est limite à deux doigts de se foutre en l'air. Et en fait, elle lui sauve la vie. Et ils vont tomber amoureux, sauf que sa belle-mère, du coup, la mère du gars, est une horrible meuf. Et elle veut pas qu'il se marie avec une gueuse, quoi. Je peux pas trop vous en dire d'autres. Il se passe des trucs dans le manga. Mais moi, ça m'a pas touché, quoi. C'est sympa, mais je reprendrai pas. Donc je pense pas continuer la série. Voilà, j'étais un peu déçue. J'étais en mode après toutes ces années, ça fait longtemps que j'en avais pas lu du Natsumi Aida, mais non, ça j'ai pas accroché. Tant pis. J'ai lu le tome 14 de Spice Family, qui est, j'avoue, un de mes mangas un peu. Je sais que c'est rigolo, même s'il y a des trucs sérieux, hein, c'est de l'espionnage, de la guerre. C'est pas toujours rigolo et il y a des meurtres, mais c'est mon petit péché mignon. Et j'ai enfin rattrapé le tome 14 qui est quand même sorti il y a peut-être 2 mois. J'avais été vachement déçue par le tome 13, du coup j'étais beaucoup moins hypée par le 14. Le 14 est remonté. Le 14 est remonté en flèche en disant non mais regarde, il y a ça, ça, ça. En fait, j'adore les flashbacks qui se passent pendant la guerre. Et en plus, on voit un de mes personnages préférés plus jeune. Alors oui, me demandez pas pourquoi, mais un de mes personnages préférés, c'est le directeur de l'école de Anya. Et en fait, ce personnage, on apprend un truc sur lui et sur un autre personnage, du coup, j'étais pas prêt. J'ai pleuré, les gars. Mais j'ai pleuré, j'étais là, non. En fait, les histoires d'amour impossibles, c'est mon péché mignon. Et là, c'est littéralement ça. C'était trop bien. C'était trop bien. Le tome 14, ouais, très cool. D'ailleurs, il y a le bal là avec... comment il s'appelle Dorian, le sale gamin là qui est clairement une tsundere avec Anya. À un moment, il balance une bombe. Après, en fait, non. En fait, c'est désamorcé. Et c'est ça le problème de cette série. C'est que c'est tellement tout le temps rigolo que quand il y a des trucs sérieux, il désamorce. Du coup, ça devient une blague. Mais en fait, bah moi, mes moments préférés, c'est quand c'est un tout petit peu sérieux quand même. Du coup, voilà. Mais j'ai un peu hâte quand même de lire le tome 15. Mais bon, vu que je crois qu'on a rattrapé l'apparition japonaise, on l'aura pas avant un petit moment en France, malheureusement. Voilà. Ensuite, j'ai lu en format numérique Fille unique. Je vous en avais déjà parlé. J'ai lu le tome 4 il y a 1 mois ou 2. Et j'avais un problème, en gros, j'arrivais pas à lire le tome 5, il y avait un bug. Et l'autre fois, je check et yes, le tome 5 marchait. Le tome 5, genre la conclusion était épique. Genre vraiment, je m'attendais pas à ça. Il y a mais du drama, mais un truc de ouf. Mais c'est abusé. Sauf que le problème, c'est que le tome se termine. On pourrait encore avoir un tome 6. Ça nous lâche sur un cliffhanger. Les gamines
se retrouve un peu à devoir se débrouiller toute seule. Vraiment, j'étais choquée et on voit à quel point les adultes sont détraqués. Cette BD vous donne, genre vraiment, je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas pour une lecture d'ado, hein. C'est hyper violent ce qui se passe. Dans tous les tomes, il y a des trucs violents. Le tome 5, c'est l'apogée de la violence. C'est tous les trucs violents, ils se regroupent comme ça en pic. Et et là ça pète. Et genre vraiment, la fin du tome 5, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Je peux pas accepter que ce soit la fin de Fille unique. Et c'est bien marqué qu'il y aura que 5 tomes. Et je suis en mode, mais vous êtes des malades en fait, de finir là-dessus. Alors là, je critique, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce tome. On a enfin des explications, on comprend certaines choses. Il y a des personnages, ils te touchent, c'est tellement mignon. Les meufs, elles ont toutes des problèmes, mais à la fin, on sait qu'elles vont pouvoir compter les unes sur les autres et surmonter ça, alors que vraiment, t'es un ado, tu traverses ça, t'es un adulte traumatisé. Vraiment, genre vraiment. Mais c'était très touchant et j'ai adoré. Mais je suis un peu triste de l'avoir terminé, surtout là-dessus. Genre vraiment, faites un effort, genre faites des fins. Je dis pas que t'as besoin de tout résoudre dans ta BD. Genre t'as le droit de faire des fins un peu ouvertes où tu sais que c'est pas terminé, qu'il y a des trucs qui sont pas réglés. Mais là, il se passe des trucs. J'étais là, mais vous avez pas le droit de faire ça, c'est criminel. Genre là, vous les laissez dans la pire situation possible et vous nous dites ciao, bye bye. Bah non, en fait, j'étais un peu outrée, voilà. Après, j'ai lu le tome 2, Le Clan des Pots, qui est un manga assez épais. En fait, il y a 2 tomes. J'avais lu le tome 1, je crois que c'était en janvier 2024, parce que l'autrice japonaise avait été invitée à Angoulême. D'ailleurs, elle a dû recevoir un prix, ou c'était l'invité d'honneur, je ne sais plus. Et en fait, ils ont ressorti, ou même sorti pour la première fois en France, des mangas d'elle. Et Le Clan des Pots, c'était des histoires de vampires. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais y lire. En fait, je me rappelle que j'avais trouvé le tome 1 long à lire. Genre, vraiment, il y a des moments, je m'étais dit, putain, quand est-ce que je vais voir la fin de ce livre? Et en fait, quand je l'ai terminé, j'ai trop aimé. Chaque petite histoire était très cool. Donc je l'avais emprunté à ma copine. Et là, le tome 2, ça faisait plus d'1 an que je l'avais pas lu. Et je me suis dit, vas-y, lis-le pour clore la saga. Parce qu'il y aura pas de tome 3, je pense. Et le tome 2, je l'ai encore plus savouré que le tome 1. Et par contre, la fin m'a brisé le cœur, en fait. Vraiment, la fin. Donc si vous aimez les mangas un peu vintage, parce que c'est vraiment un style de dessin très, je dirais, fin des années 90, 80 même. D'ailleurs, j'ai lu quelque part, sûrement dans le manga, une préface qui disait que c'est un peu la mère de la romance, cette mangaka, qu'elle a donné beaucoup de bases. J'étais en mode, ah ouais, d'accord, je savais pas. Je pourrais pas vous ressortir son nom, mais vous le verrez bien si je vous mets effectivement le manga ici. Un point que j'avais oublié, ce sont des vampires, mais il y a un petit peu de la romance queer. Genre, il y a des personnages, j'étais là, vous êtes gay, non? Donc voilà, c'était le petit plus que je m'attendais pas, mais que j'ai apprécié. Voilà. J'ai lu le tome 8 d'Hirayasumi. Hirayasumi, c'était dans mes lectures faves de l'année dernière. C'était trop bien. On suit un groupe d'amis, presque 2 groupes d'amis. En fait, on suit un cousin-cousine. Et lui, il est adulte, elle est étudiante. Et en fait, on suit chacun leur vie, donc leurs amis, l'histoire de leurs amis. Et c'est tellement mignon. Et le tome 8, il se passe enfin des trucs. Genre, vraiment, j'étais en mode... Je dis pas qu'il se passait rien avant, hein, mais là, il y a des trucs qui se mettent en place. J'étais là... Oh my god, genre vraiment l'auteur il va faire ça. Genre il y a des personnages qu'on voit depuis des tomes et des tomes qui se rencontrent enfin. T'es en mode... Quoi? Et genre, il y a un personnage qui se rend compte qu'il faut qu'elle agisse enfin, qu'elle fasse un choix. Elle avait un blackout et là, elle a retrouvé la mémoire. Elle est en mode, faut que je me bouge. Et j'étais là, yes, girl, vas-y, putain, bouge. Et du coup, bah, j'ai hâte de lire le tome 9, voilà. Mais Hirayasumi, non mais vraiment, c'est vraiment un de mes mangas préférés ever. Genre vraiment, faut le lire. Hirayasumi, c'est vraiment trop bien. Et du coup, bah c'est tout. Parce qu'en fait, le dernier livre que j'ai lu, bah c'était le tome 3 de Magnolia Parks. Mais c'est pas le tome 3 ça d'ailleurs. Si, c'est le tome 3, pardon. Et je vous en ai parlé plus tôt, du coup, vu que j'ai parlé du 1 et du 2. Bah cette vidéo est terminée. Voilà, c'était pour mon point lecture du coup de avril et mai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de lire des livres, de découvrir de nouvelles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!